Merci beaucoup Isabelle de cette publication. Et donc j'invite la deuxième intervenante de cette séance, qui est Serena Cello, qui est actuellement doctorante en co-tutelle entre l'Université de Gênes et l'Université François Rabelais de Tours. Elle prépare une thèse sur la littérature de banlieue, quel engagement contemporain, et elle travaille en particulier sur les romans parus en 2006, ainsi que sur le collectif Qui fait la France. Et donc, justement, aujourd'hui, elle va parler du collectif littéraire Qui fait la France, nouvelle voie d'engagement. Merci. Merci beaucoup pour ce magnifique colloque et pour avoir accepté ma proposition. Voilà, donc le collectif littéraire Qui fait la France, nouvelle voie d'engagement. La production littéraire de l'extrême contemporain se caractérise entre autres par des narrations qui s'intéressent aux conditions de vie et aux relations communautaires des jeunes dans un cadre des banlieues les plus populaires et sensibles du tissu roman français. C'est une littérature qui prend appui sur le roman beurre des années 80, mais qui pourtant a connu une évolution en renouvelant ses composantes esthétiques et formelles, d'où la difficulté de la caser sous une nouvelle étiquette qui fait débat. Donc littérature de banlieue, littérature des cités ou littérature urbaine. Les révoltes urbaines qui impliquaient les banlieues sensibles en 2005 ont été un élément déclencheur d'une production qui avait d'ailleurs commencé bien plus tôt avec le roman Bunker de Rachid Djadani en 1999, mais qui se voit maintenant intensifié. C'est donc dans ce cadre qu'en 2007, à la suite d'un regain d'intérêt social et culturel autour de cette question sociale, le collectif littéraire Qui fait la France voit le jour avec son recueil de nouvelles chroniques d'une société annoncée. La raison qui motive les 10 auteurs membres de ce collectif est l'urgence de faire entendre sa parole dans un moment historique délicat pour porter à la connaissance de tous les lecteurs la situation critique dans laquelle vit une multitude de gens qui définissent comme, je cite, oubliés. Cette aventure littéraire semble faire apparaître un nouveau enjeu concernant l'écriture. La littérature se veut, je cite, engagée, combattante et féroce. C'est sur cette ample notion d'engagement que j'entends revenir plus en détail afin de répondre à plusieurs questions. Quel est son caractère présentiste, pour employer le mot de l'historien Hartog? Dans quelle mesure ces auteurs s'en servent-ils dans cette problématique? Pour cela, je m'arrêterai d'abord sur le contexte littéraire et critique contemporain qui envisagerait un retour de la question du politique dans la littérature pour étudier ensuite les caractères de cette production liée aux marges territoriales et sociales françaises avant de venir plus particulièrement à la production narrative du collectif et enfin à l'analyse de ses aspects engagés, aussi bien paratextuels que narratifs. Donc voilà la première partie, le panorama littéraire contemporain. La littérature de banlieue existe-t-elle? Depuis 30 ans, la production narrative concorde avec ce que Dominique Viard et d'autres critiques comme lui, Versier, Blanqueman, Rubino, considèrent comme un tournant. Une mutation des enjeux littéraires apparaît au début des années 80, marquant la fin progressive de nombreuses tendances qui avaient constitué la scène littéraire jusqu'à ce moment. Parmi ces dernières, les critiques citent la fin de la modernité triomphante, du formalisme, signalé entre autres par la naissance du concept de postmoderne. Dans ce renouveau, une production littéraire voit alors le jour, s'inscrivant dans la volonté d'un retour à la narration, au sujet, à l'histoire, aux réalités sociales du monde contemporain, redevenant ainsi transitive, mais surtout en s'extériorisant. Ces faisant, elle se confronte nécessairement à des questions plus politiques, comme témoignent les premiers romans de François Bon. Ces nouvel élan paraît résister jusqu'à présent, puisque c'est dans ce cadre que nous retrouvons la littérature de banlieue, ou des banlieues plurielles, née après les violentes révoltes urbaines commencées à Clichy-sous-Bois en 2005, dont la dominante fondamentale subsiste par la mise en fiction des quartiers les plus défavorisés et sensibles du tissu urbain français. Un des principaux obstacles est tout simplement comment nommer ces narrations. Littérature de banlieue, de cité, périphérique ou urbaine, le caractère extrêmement flou de cette dite acception dérive du contexte auquel elle se réfère, de la difficulté de relever dans les romans des caractéristiques homogènes. De plus,
les auteurs refusent toute définition réductrice qui reprendrait le rapport dominant-dominé de Bourdieu, ou bien centre-marge physique pour le transférer dans le champ littéraire. Pour notre part, nous utilisons envisageant le syntagme littérature de banlieue dans une acception qui se détache de toute connotation, se voulant intentionnellement neutre et qui, nous le répétons, exclut tout renvoi de ce roman aux marges d'une supposée littérature majeure, comme les auteurs le déplorent. Ici, le terme banlieue renvoie doublement à l'origine géographique et sociale des auteurs et au contexte dans lequel se déroule l'action romanesque. Tout en étant largement conscient de la valeur plutôt généraliste du terme, chargé d'ambiguïté, nous envisageons cet hyperonyme dans sa signification plus restreinte, celle de quartier de cité populaire, voire sensible, caractérisée par la présence architecturale des grands ensembles et d'exceptionnelles difficultés d'ordre socio-économique. Pour reprendre un contexte proche, celui de la littérature beurre, mentionné tout à l'heure, le critique Charles Bon nous propose la notion d'espace émergent, selon lequel sa condition ontologique de négation et des perceptions comme étant à la marge le pousserait à obtenir des preuves indiscutables pour affirmer son existence, parmi lesquelles la littérature est probablement l'une des plus crédibles. Cette notion donc paraîtrait convenir pleinement à notre analyse. Ainsi, la situation problématique marginale de ces endroits qui a déclenché les émeutes serait la condition sine qua non de cette production littéraire. Une condition, dirons-nous, embryonnaire, indispensable, qui a permis la gestation d'une littérature émergente, sans laquelle, probablement, elle n'aurait pas eu lieu ou elle n'aurait pas disposé de la même intensité. Donc, le collectif qui fait la France. C'est précisément lors d'une rencontre au Sénat de la République sur les thèmes banlieue, de la réalité à la fiction, qui portait sur la littérature émergente dans le cadre de la récite de banlieue, que se croise la route de 4 écrivains qui venaient de publier leur premier roman en 2006. Il s'agit de Mohamed Razan, Karima Mellal, Mabrouk Rachedi et Jean-Éric Boulin. C'est le coup de foudre, je cite, « On s'est rendu compte qu'on portait le même discours », explique Razan. L'idée d'un projet commun fait son chemin, celui d'un collectif littéraire et associatif, pour mieux se faire entendre, et celui d'un recueil, pour ancrer la démarche dans la création littéraire comme une continuité de leur écriture personnelle. Dans la même année, le collectif qui fait la France voit le jour, publiant un recueil aux éditions Stock. D'autres auteurs qui venaient d'éditer pour la plupart leur premier roman, toujours en 2006, se sont ensuite ajoutés à ce premier groupe. Il s'agit de Faiz Agen, Dembou Bouman, Habiba Mahani, Tom Terriam et encore Khalid El-Baji et Semir Ouazen. Si les auteurs d'origine maghrébine y prédominent, nous y retrouvons aussi des écrivains d'origine subsaharienne ainsi que des Français de souche. Cette diversification des origines des participants témoigne d'une transversalité ethnique dans les banlieues face à la question des inégalités sociales, d'où le nom de collectif avec un point d'interrogation final. Celui-ci renvoie à une question provocatrice que les écrivains posent. L'idée est celle de se questionner sur ce qui compose véritablement la France aujourd'hui. Un autre qui fait, c'est un neologisme qui signifie donc aimer. Donc on peut le lire aussi qui aime la France. Leur démarche se veut claire et transparente, essayant de porter leur contribution à la construction d'une société meilleure. Voici donc son instauré un premier niveau d'engagement dans le paratexte, volontaire, annoncé, délibéré, premièrement dans le manifeste qui précède le recueil de nouvelles, et puis dans la préface. Le manifeste, comme tout acte de ce genre, porte des jugements tranchants. Dans ce cas, la cible est la société française et sa crise sociale et littéraire. Des constats de dénonciation commencent chaque alinéa par un, je cite, « parce que », expliquant les raisons pour lesquelles les auteurs ont décidé de se regrouper en collectif. Je cite, « parce que nous refusons de demeurer les spectateurs des souffrances dont sont victimes les plus fragiles, des déclassés, des invisibles. » Ainsi que des revendications pour affirmer leur visée de la littérature. Je cite, « la mise en récit de sa diversité, de ses imaginaires. » Ensuite, plusieurs alinéas commençant par « nous » se succèdent. Les auteurs ici témoignent de leur volonté de s'impliquer, contribuant à travers la littérature à une amélioration de la société. Je cite, « nous artistes,
décidons de rassembler nos forces et d'œuvrer ensemble pour lutter contre les inégalités et les injustices, contribuer ainsi à l'édification d'une société plus solidaire. Deuxièmement, leur prise de position engagée se retrouve également dans la préface, justifiant leur jugement aigu sur la société par des écrits qui ont, je cite, la seule prétention d'être fidèles au réel. Ces principes qu'ils théorisent dans un texte manifeste le portent vers le radicalisme politique. C'est la notion de Gisèle Sapiro. C'est ici qu'ils définissent leur littérature de façon engagée et des mots comme combat, armes, féroce apparaissent à plusieurs reprises, définissant la littérature comme une puissance efficace, utile pour un désir de justice. Leur posture en devient d'autant plus claire, les amenant à se présenter eux-mêmes comme, je cite, écrivains de banlieue. Bien qu'elle soit contestée, elle est assumée afin d'aspirer à l'universalisme, sortir ainsi du banc qui les opprime, mais qui malgré cela reste leur source d'inspiration, comme eux-mêmes l'ont plusieurs fois affirmé. Pour ces raisons, ils ont décidé de s'approcher de leur destinataire en créant ainsi une association qui porte le même nom que le collectif et qui a l'objectif de prolonger et d'appliquer les ambitions littéraires du collectif ainsi que de faire émerger les talents artistiques de ces territoires en difficulté. Troisième point, donc, c'est les chroniques d'une société annoncée. Quel engagement narratif? Au-delà de leur contestation et de leur prise de position tranchée, aspre, dure, engagée et pourtant légitime sur la société française, quels sont les constats que nous pouvons dresser à propos de cette aventure littéraire? Dans quelle mesure leur narration, au-delà du paratexte, s'insère-t-elle dans une démarche engagée? Par le biais de quel choix esthétique? La notion d'engagement nous renvoie immédiatement à l'époque, celle de l'après-guerre, et surtout à l'homme de Sartre, et de son célèbre essai « Qu'est-ce que la littérature ?» Une notion qui paraît présente comme désuète, d'autant plus qu'elle est peu dissociable de son penchant politique. Quel serait donc son caractère présentiste? Voici la vraie question. Un décalage temporel et culturel nous éloigne de son âge d'or, et pour cela, notre sujet pourrait apparaître un peu anachronique. Au contraire, récemment, cette question est apparue de nouveau dans le domaine de la critique, remettant à l'ordre du jour des notions d'engagement, de responsabilité, de morale, en essayant d'évaluer leur portée de nos jours. Voici la raison de notre intérêt à insérer ces narrations dans cette mouvance. Le recueil de nouvelles est un acte de naissance, l'acte de naissance du collectif. Le thème des inégalités sociales est le fil rouge qui lie toutes les chroniques. Leur voix se fait critique sur plusieurs questions qui touchent notamment les banlieues, mais pas seulement. Ce sont l'exclusion, le racisme à l'embauche, la violence policière, celle des relations intergénérationnelles, de la folie, des difficultés, le désespoir. Les critiques se font plus féroces sur le système politique, accusant le cadre de vie dans les cités, je cite, étouffé de béton, où il n'y a pas de travail et où les nuits se propagent. Les grands ensembles architecturaux apparaissent comme des non-lieux, leur description en tant que lieu, je cite, psychopathogène, criminogène, selon Rachidi. Ce fait un terme donc de manque où règne le béton et les hautes tours. Les jeunes narrateurs mettent en discussion l'urbanisation des années 50, la construction de ces quartiers à l'époque où la génération précédente, celle de leurs parents, s'installait. Voici alors s'ouvrir une autre fissure de l'histoire française, le rapport avec l'immigration et, je cite, l'esclavage industriel des années 80. Il n'hésite pourtant pas à mettre en cause des problématiques plus actuelles, telles que la guerre en Irak et en Afghanistan. Pour revenir aux principes esthétiques, les auteurs dans le manifeste et la préface revendiquent une littérature, je cite, au miroir, réaliste, démocratique, contre une idée de la littérature qu'ils définissent comme élitiste, bourgeoise et égotiste. Cependant, ce rappel au réel n'est pas sans turbolence. Le narrateur ici n'est plus omniscient, donnant à voir à travers une conception préconçue à la troisième personne. Mais le narrateur se fait de plus en plus à la première personne, devenant ainsi autodiégétique. Ce sont donc des consciences immergées, c'est un réel vécu et pas vu, comme affirme Dominique Liard, laissant parfois la voix à l'auteur, même qui marque sa présence directe dans la narration, revelant ainsi de la métalepse.
Il ne s'agit en aucun cas d'une représentation fidèle de ce que serait ironiquement une, je cite, histoire naturelle et sociale d'une jeunesse dans le nouveau millénaire. Certes, le rapport au réel existe, mais ils s'en saisissent pour élaborer de la matière littéraire. Leur nouvelle s'exprime sur des thèmes sociaux partagés, se focalisant sur les gens qu'ils appellent les invisibles, les banlieues, les enfants d'émigrés, les masses populaires, les précaires, les méprisés qui vivent dans les territoires en difficulté en France. Bref, ce sont ceux que Dominique Viard, dans un article récent, a nommé les sans-voix. La tâche de l'écrivain, donc, serait celle de suppléer un savoir manquant, leur donnant indirectement la parole en abordant l'existence de ceux qui, dans des zones marginales, demeurent des exclus. Aucune idéologie n'est préconçue ni envisagée. L'engagement ici se fait en faveur de cet un-savoir, entrer dans cette ignorance et traverser les silences, se faisant ainsi solidaire et tributaire en allant à la rencontre d'un savoir qui manque ou qui est caché, ce que dans les manifestes est exprimé par la reconnaissance des souffrances particulières, la mise en récit de la diversité. De plus, il nous paraît que l'engagement ici transparaît également sur le plan linguistique. C'est une langue qui est restituée au peuple sous la forme de la pseudo-oralité ou des dialogues. Nous rencontrons ainsi un lexique et des tournures familières, parfois vulgaires, des lexèmes en argot ou en verlan, qui pourtant ne sont pas en italique, mais au contraire, ils sont assimilés, étant le reflet du parler des protagonistes appartenant à cette jeunesse populaire. Certes, ce procédé n'a rien de nouveau dans le panorama littéraire. Les exemples vont de l'école naturaliste jusqu'à Céline, pour en citer que deux parmi les exemples les plus illustres. Pourtant, ici, le sujet n'est pas seulement le peuple décrit par quelqu'un qui appartenant à un champ social les dominant, pour reprendre la notion de Bourdieu. Au contraire, c'est le peuple, en tant que dominé, qui parle. C'est-à-dire que l'écrivain, depuis sa posture mal acceptée, mais pourtant véridique d'écrivain de banlieue, comme nous avons précédemment abordé, connaît et transfère les codes de cette langue nommée par les linguistes le français contemporain de cité, je cite Boudaï. Un style qui est donc associé à l'identité nationale de l'auteur. Il nous paraît finalement que l'engagement ici présent se trouve élargi, s'approchant des notions de fiction critique de Dominique Viard, ainsi que celles d'écrivains impliqués de Bruno Blanquemann. Voilà donc apparaître un artiste qui ne révolutionne pas le monde avec son art et n'envisage pas de changer le monde avec son activité. C'est plutôt l'artiste citoyen qui émerge. C'est celle d'un homme qui se met au service de la collectivité pour raconter ce qui n'apparaît pas souvent et que Viard nomme l'éthique de la restitution, pour des œuvres qui se chargent de narrer non seulement les troubles de l'histoire, mais aussi les fêlures présentes dans la cité. Sa tâche est plutôt celle de dévoiler, d'illuminer des zones d'ombre à travers la fiction. Dans notre cas, il s'agit de donner d'autres images de la banlieue, ni angéliques, ni démoniaques, mais au contraire plus proches des variables réelles, inversement aux clichés véhiculés par les médias, portant des rhétoriques simplistes, du prêt-à-parler, des flèches d'actualité. Nos auteurs désirent aller au-delà, véhiculer ce qu'il y a de réel, une apparence souvent fantasmée, ce qui normalement n'est pas donné à voir. À travers la narration du simple quotidien des personnages provenant de ces quartiers, ils instaurent des fissures dans le but de déstabiliser en s'appuyant sur une image à laquelle nous ne sommes pas habitués, nous incitant à chercher des réponses à des interrogations. C'est pour cela qu'il s'agit de fictions plus descriptives qu'argumentatives, et c'est dans cette description qui s'installe leur dimension critique. Là où les discours défaillent et échouent à circonscrire le monde, les fictions critiques se font ainsi le monde d'investigation plus que des représentations du réel. En conclusion, ce que les auteurs du collectif veulent soutenir à travers leur projet par le manifeste est un engagement concret, démocratique, efficace. Ils veulent mettre au bout du jour le vivre ensemble, réinvestir la place publique, contribuer à l'édification d'une société plus solidaire et égalitaire en promouvant la diversité, conçue comme un atout et comme une chance pour l'avenir de la France.
et donner enfin un message d'espoir aux invisibles. Leurs textes manifestes s'inscrivent ainsi dans l'héritage critique des avant-gardes, dans une forme performative et des dénonciations. Toutefois, leurs projets associatifs du collectif n'ont pas eu tous les résultats souhaités. Les auteurs ont dû faire face à un immobilisme citoyen auquel ils n'étaient pas préparés. Pourtant, au-delà des polémiques et des textes manifestes, leur œuvre littéraire nous montre un exemple de la façon dont l'artiste ne peut pas se désintéresser du sort de ses semblables. Il ne se trouve pas dans une posture d'intellectuel ou de maître à penser engagé sartrien. Il est au contraire celle d'un citoyen de et dans la foule. Un homme quelconque pourrait prendre les propos de George Agamben. Il se trouve face à des responsabilités morales, il est au service de la collectivité dans laquelle il s'en sert et qui le légitime à parler et qui le rend visible. Il se montre ainsi impliqué, sensible à son écoute et à ses conditions de vie. Donc l'engagement en question s'est alors renouvelé. Loin d'être idéologique ou au contraire déserteur, comme on a pu le croire un temps, il est à entendre alors dans ce constat. Le discours que la littérature peut tenir sur l'état du monde, sur les réalités sociales et surtout sur les non-dits ou les mal-dits de notre temps, dont l'exemple des banlieues nous paraît être fortement représentatif. Je vous remercie.